Bien, merci Gérard Pellé et à la RAL, cette toute nouvelle association, pour cette invitation de ce soir. Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Quand Gérard Pellé m'a téléphoné pour me demander si je voulais tenter de faire une communication, on va dire, en termes de communication, peut-être un peu pompeux me concernant, mais enfin une communication sur les rapports qu'il y a entre ma série policière et notre région, le Limousin. J'ai répondu volontiers à cette invitation, bien que d'emblée j'y ai vu deux limites. La première, c'est que c'est un travail d'analyse littéraire et que je ne suis absolument pas expert en la matière. Et puis, en fait, je vais tenter ce qu'on appelle une auto-analyse littéraire, et je ne sais pas si c'est une discipline universitaire qui existe. Donc, je vais évidemment tenter, en effet, de parler de mon travail, et je dois dire que quand je me suis mis à réfléchir à cette question, je me suis rendu compte que c'était pas facile. C'est vraiment pas facile de parler de son travail, parce qu'il faut une prise de distance, mais enfin, bon. Je relève le défi, d'autant plus la tâche va être rude parce que la première conférence, c'était mon ami Maurice Robert. Voilà, donc je passe après Maurice Robert et je remercie d'ailleurs d'être présent ce soir. C'est vrai que je me fais tout petit par rapport à toi, Maurice, mais je vais essayer d'apporter mon éclairage personnel sur les rapports donc, entre une série policière et puis notre belle région, le Limousin. Donc, je me suis aidé d'un magnifique ouvrage qui est sorti à l'automne sur les pas de l'inspecteur du Montel, avec trois auteurs. Laurine Lavieille qui a piloté et qui a écrit les textes, qui est ici ce soir. Merci à Laurine Lavieille, et qui pourra donc participer à une dédicace. La librairie Page et Plume nous propose des livres à la vente, donc si vous le souhaitez, il pourra y avoir vous pourrez acheter des livres, le livre Sur les pas de l'inspecteur du Montel et mes romans. Hélène Delarbre a réalisé les photos et Lionel Londex les magnifiques illustrations. Et je vais donc à la fois m'appuyer abondamment sur les textes de cet ouvrage et aussi sur les photographies et les dessins. J'en ai choisi quelques-uns ce soir. Donc, après cette contribution très personnelle, j'attends vraiment vos questions, vos points de vue surtout, vos remarques. Et enfin, on terminera, comme je l'ai précisé, par une courte séance de dédicace. Alors, la question, en effet, dans quelle mesure notre région, le Limousin, exerce-t-elle une influence sur mes romans, qui sont des romans policiers? Peut-on dire que le Limousin est traité dans la série comme un véritable personnage? Si oui, quelle est l'identité de ce personnage? C'est à ces questions que je vais tenter de répondre. Voici comment Gérard Gonfroy, que vous connaissez tous certainement, répond à cette question dans la préface de l'ouvrage Sur les pas de l'inspecteur Dumontel. Vous avez le texte, je vais le lire. À côté de Dumontel, qui est mon personnage donc principal, prend une autre figure héroïque, le Limousin. Et l'on peut même se demander si la saga aurait existé sans elle. Le cadre, l'environnement, exerce en effet une emprise considérable sur la narration. On a pu parler, parfois, à ce sujet d'hyperréalisme. Le Limousin, ce pays aux 1000 collines verdoyantes, ses prés, ses forêts, ses sources, tout est là pour créer une atmosphère d'une apparence si paisible que la monstruosité de crimes commis au sein d'un univers aussi rassurant n'en semble que plus incompréhensible. Voilà la réponse que Gérard Gonfroy apporte dans cette préface. Alors, on va tenter d'aller plus loin pour évidemment décrire les rapports qui peuvent exister entre ma série policière, Meurtre en Limousin, et ma région natale, donc le Limousin, dont je suis particulièrement attaché. Dès l'apparition du premier tome, La cinquième victime, en 2010, ma maison d'édition, Geste, maison d'édition qui se trouve dans la région de Niort, m'a imposé ce sous-titre, Meurtre dans Limousin. Plusieurs remarques. La première, sur ma maison d'édition. Je crois que c'est important. Geste Édition est né en 1992
et est issu d'une association de militants régionalistes, la Geste paysanne, une union d'associations créée en 1969, juste après mai 68, créée par André Paché et Michel Vallière connu. Et ces associations avaient toutes pour vocation la valorisation des cultures populaires, l'habitat, la musique, la danse, la langue, la gastronomie, etc., du Poitou et de la Saintonge. À cette époque, dans différentes régions de France, naît un mouvement de lutte contre une uniformisation de la culture et qui milite pour le droit à la diversité culturelle. Sur toute la région du Poitou et de la Saintonge, des centaines de jeunes vont à la rencontre des aînés pour collecter leurs savoirs transmis oralement de génération en génération. Ils restituent ces savoirs principalement sous la forme de spectacles d'abord. Par exemple, 1970, un spectacle qui s'appelait Les Paysans, 74, la Geste paysanne, etc. Et depuis, la ligne éditoriale de Geste Édition est de témoigner sur l'activité humaine, qu'elle soit artistique, culturelle, historique, en région. Et donc la collection Geste Noir, qui est donc la collection polar de Geste Édition, s'inscrit vraiment dans cette ligne éditoriale, le polar en région. Alors, d'abord, rapidement, mais quand même, qu'est-ce que le polar? Le genre policier comporte 6 invariants: le crime, le mobile, le coupable, la victime, le mode opératoire et l'enquête. Plus simplement, on va dire qu'on va retrouver le criminel, la victime et l'enquêteur. Le roman policier recouvre beaucoup de sous-genres, notamment le roman noir, très à la mode aujourd'hui, le thriller, très à la mode aussi aujourd'hui. On pourrait en trouver d'autres aussi, je pense aussi au polar historique, par exemple. Ce sont pour moi des sous-genres. Historiquement, et ça c'est important pour la discussion que nous pourrons avoir, c'est un roman urbain, le polar. Au-delà, c'est une littérature, comme l'a expliqué Gérard Pellé, qui cherche à décrire, à comprendre le monde réel. Et si le polar s'articule autour du crime et du meurtrier, de l'enquête et du détective, c'est aussi un roman social, une littérature souvent sombre, pessimiste et engagée. Enfin, dernier élément pour caractériser le roman policier, et moi j'y tiens particulièrement, c'est une littérature populaire. Ça, à mon avis, c'est très important. Et Jean-Bernard Puy, que vous connaissez certainement, définit la littérature populaire, je cite, « une littérature qui peut être lue par le plus grand nombre parce qu'elle ne met pas en avant des présupposés culturels. Le polar, lui, est obligé de fournir une lecture immédiate. Il y a évidemment des contre-exemples, mais le genre, c'est toujours Puy qui parle, réunit le notable, le serveur de bistrot, l'adolescent et le retraité. » Alors, en France, le polar régional ou régionaliste, on pourra discuter de cette distinction, est un genre littéraire à part entière, très dynamique par sa diversité et par de très forts tirages. Je dirais à chaque région son polar. La Bretagne. Je commence par les Bretons parce que je pense que ce sont eux qui sont le plus dynamiques en la matière. Les éditions Barguin publient une trentaine d'auteurs. Les éditions Barguin ont été créées il y a 25 ans à Quimper et ont dépassé les 2 millions d'exemplaires vendus. 2 millions d'exemplaires vendus dans leur collection Enquête et Suspense. Murder Party à Quimper, Qui voit Molène voit sa peine, Dépression sur les Glénans, Le Seigneur SAI de Quimper, etc., etc. En 20 ans, cette maison d'édition a publié plus de 300 titres et fait connaître 59 auteurs. Le polar marseillais, bien entendu, Iso, Del Papas, René Frény. Le polar du Nord, des embrouilles lilloises à Roubaix Police Blues, en passant par des disparitions en Picardie, le roman policier du terroir s'impose dans le nord de la France, une région au passé tumultueux, aux gens attachants, qui inspire les amateurs de crime. Au Furet du Nord, la grande librairie de la région, le succès du polar régional est entretenu principalement grâce à la collection Polar en Or, édition Ravet-Anceau. On peut remarquer d'ailleurs que les libraires bretons et les libraires du Nord, notamment le Furet du Nord, placent en tête de rayon les romans policiers régionalistes et de la région. Nous pourrons discuter aussi de cette question. Polar en Or publie environ 25 romans par an
écoulant jusqu'à présent presque 250 000 exemplaires. Alors, existe-t-il un polar limousin? J'ai retrouvé, vraiment pour l'anecdote, si des personnes qui sont dans la salle connaissent cet auteur, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je vais commencer par lui parce que c'est tout à fait intéressant. J'ai 2 romans. C'est Charles Christian. Charles Christian qui a publié dans les années 40 aux éditions Rivet à Limoges La borne 50. J'avais dit, j'ai rappelé que je lirais des extraits, bon, donc je vais lire un extrait pour situer un peu donc La borne 50, Charles Christian. Il était minuit quand au sommet d'une petite côte, un halo strié de pluie leur dessina Limoges. Il ne s'agit pas de perdre nos clients, dit le grand, car c'est maintenant que l'aventure commence et nous ne savons où elle doit nous mener. Ouvrons l'œil. Il descendait un long faubourg, sinistre sous la pluie diluvienne, traversait plusieurs places où se pressaient quelques promeneurs attardés, rentrant du spectacle. Plongeait dans une longue avenue, traversait un pont et s'engageait dans un faubourg. La Citroën noire venait de tourner et le grand avait eu juste le temps de lire sur un panneau signalisateur direction Toulouse. La route s'offrait à nouveau noire et brillante de pluie. Ils dépassèrent un champ d'aviation où les hangars s'éclairaient faiblement au feu de signalisation et de fortes côtes s'offrirent à leur accélérateur, alternant avec des pentes au virage accentué. La poursuite devenait plus dure. Sur les bandes kilométriques, rapidement fusillés au passage d'un court éclair des phares, il lisait des noms inconnus de Boisseuil, Berguifière, Magnacbourg. La pluie n'avait pas diminué. Elle noyait les grands arbres et de rares maisons oubliées, semble-t-il, sur les bas-côtés. Charles Christian. Mais, bien entendu, je pense que je vais revenir en arrière. Non. Bon, évidemment. Bon, je continue. Pas grave. Parce que je voulais vous montrer la couverture évidemment, du livre La Ville Noire de Nicolas Bouchard, publié en 2001. Gros succès de librairie, tout le monde le connaît, publié chez Flammarion. La thématique dans le Limoges de 1900, la mort rôde, mais il s'agit de polar historique. Donc voilà, Nicolas Bouchard, je tenais à lui rendre hommage. Et évidemment, alors je pense qu'il faut faire comme ça, pour revenir en arrière. Ah, ça vient. Voilà, Nicolas Bouchard, La Ville Noire. Bon, très bien. Et, bien entendu, les nouveaux auteurs de polar en limousin. C'est le polar limousin des années 2000. Joël Nivard, je vais citer son dernier roman, Little Bigorne, qui se passe au Dora. Un huis clos extrêmement intéressant qui se passe au Dora. Franck Bouys, qui a publié il y a quelques années Noire porcelaine, titre évocateur. Bien entendu, Serge Vacher. Serge Vacher, qui est décédé, vous le savez, il y a 2 ans, qui n'a pas hésité à qualifier son travail de polar rural. Je trouve qu'à la fois c'est courageux pour les raisons qu'on va expliquer plus tard, mais je crois que c'est quelque chose, c'est un concept que je trouve très intéressant. Le blues de l'écarisseur, l'Ocro au diable, le Ranchoff-Léon, le travail de Serge Vacher est extrêmement intéressant. Franck Clarkzik, pour la Corrèze, qui a publié il n'y a pas très longtemps Les Crocs de la Corrèze, et Laurence Jardy, qui est ici ce soir, Vent d'Est sur la collégiale. La collégiale, ça se passe à Saint-Léonard. Et on attend d'autres auteurs en 2016, des surprises, vous verrez. Donc, moi je dirais que oui, il existe désormais un polar limousin. Alors, la question du régionalisme en littérature. Bon, moi je ne suis pas du tout un expert, mais je pense que le régionalisme a toujours existé en littérature. Quel roman réaliste ne s'inscrit pas dans un lieu précis? Alors, le régionalisme, c'est un courant littéraire qui s'attache aux détails et aux caractéristiques d'une région en particulier,
qu'on retrouve dans les littératures françaises, canadiennes et américaines dès le XIXe siècle. Et ce genre existe toujours aujourd'hui en France. On parle de littérature de terroir, bien que malheureusement, quand on en parle, c'est souvent avec un ton de mépris ou très condescendant. Dans le domaine du polar, bien entendu, les intrigues sont très souvent ancrées dans des lieux bien précis, dans des régions, dans des villes. Même Vargas, pensons à Vargas, soit ce sont des quartiers parisiens très précis, soit c'est le Mercantour. René Frégny, qui aussi écrit des polars, c'est la Provence. Michael Connelly, c'est Los Angeles. Henning Mankell, c'est la Scanie, c'est la Suède. Donna Leon, c'est Venise. Ian Rankin, c'est Glasgow, etc., etc. Donc il aurait en effet été très surprenant que le polar ne soit pas influencé par le régionalisme. Alors, tout de suite, disons que il y a un mauvais procès qui est fait à l'encontre du roman régional, qu'il soit polar ou pas. On peut le regretter. C'est une sorte de hiérarchisation stupide qui tente à confondre la littérature et le football. Il y aurait donc un polar et une littérature régionale qui serait bien entendu, comme en football, de division inférieure à ce qu'on appelle le polar national ou la littérature nationale, voire internationale. Dans le domaine du polar, on retrouve aussi cette hiérarchisation, et moi ça me gêne beaucoup parce que le polar lui-même a été victime, vous le savez, d'ostracisme par rapport à ce qu'on appelle la littérature blanche, de mépris, qualifié de sous-littérature, etc. Et malheureusement, dans le domaine du polar, on reproduit aussi cette hiérarchie entre le polar local, le polar régional et les grands auteurs du polar national. Et j'ai voulu démontrer en parlant du polar régional en France, un sous-genre extrêmement puissant et dynamique, que cette hiérarchie était stupide. Moi, je peux vous dire, des anecdotes, hein, dans des salons de polar nationaux, rarement ou jamais les auteurs régionaux sont invités dans les salons du polar nationaux. Et puis quand on est invité, on est un peu le loupin de prolétariat. Je vais vous donner un exemple hein, très précis. Au salon du polar de New York, qui est un salon national, on était invité avec Joël Nivard. On était invité aussi à des tables rondes. Bon, ben, on était content aussi parce qu'on a des choses à dire. Hein, on a beau être régional, on a des choses à dire. Et on a vu que pour les auteurs nationaux, à l'issue de ces tables rondes, il y avait des chèques qui circulaient, mais pas pour les auteurs régionaux. Enfin, c'est un détail, ça. C'est un détail. Alors, ceci étant dit, parlons de la série Meurtre en Limousin. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la série, il y a pour l'instant 7 romans. Le 8e roman va sortir dans un mois. Chaque roman est indépendant. Mais évidemment, le fil conducteur, je dirais, ce sont 2 personnages récurrents. C'est le flic, l'inspecteur du Montel, dont on peut suivre la vie affective, la vie professionnelle, etc., tout au long des différents romans, mais aussi le Limousin. Et pour être plus précis, c'est plutôt le département de la Haute-Vienne et la ville de Limoges. Dans ces romans, dans cette série, il y a un thème qui revient souvent. Alors, bon, c'est personnel, hein, comme je vous ai dit, cette analyse. Je crois que c'est l'empreinte laissée par le passé. Je pense que je suis assez attaché à cette thématique, l'empreinte laissée par le passé. Dans La 5e victime, par exemple, c'est le monde rural. Le monde rural aujourd'hui, entre nostalgie et avenir incertain. Dans La morsure du silence, c'est la milice à Limoges. Dans Lune de miel à la morgue, c'est l'ombre de la guerre de 14, les monuments aux morts en Limousin, et en Haute-Vienne notamment. Dans Matin de cendre, eh bien, en effet, je me suis inspiré beaucoup de la réouverture de l'enquête par la justice allemande sur le massacre d'Oradour-sur-Glane. Et le roman qui va sortir dans un mois, Yellow Cake, c'est son titre, eh bien, on va aller dans l'univers de l'extraction de l'uranium dans les monts d'Ambazac du temps de la Kojima. Comment on pourrait dire, l'écolo polar, si on veut. Alors,
les influences et l'origine. Eh bien, indiscutablement, c'est l'œuvre de Henning Mankell, dont on a déjà parlé, qui m'a, moi, beaucoup influencé et inspiré. Et c'est ce que je dis souvent à mes lecteurs. Au travers de ma série, j'ai tenté de transposer son univers. Alors, son univers à Mankell, c'est l'Ascanie, qui est une région dans la pointe sud de la Suède, et c'est dans cette région que se déroulent les aventures de l'inspecteur Wallander, héros de ces polars, et ce commissaire Wallander qui poursuit ses criminels dans les rues pavées étroites d'Istad, cette petite ville que j'aimerais un jour visiter, est en train de prendre un fika, cette pause café avec pâtisserie, à Fridolf Conditori, ou de rentrer chez lui dans la rue Maria Gattan. Donc ça, cet ancrage régional, ce polar qui se déroule dans un univers de campagne, de petite province, m'a donné envie, en effet. Je me suis dit que finalement la Scanie avait des relations assez fortes avec le Limousin, d'une certaine façon. Alors, abordons maintenant le cœur du sujet, le Limousin. Le Limousin et donc les relations avec ma série. Et je vais commencer par une citation, un extrait donc de l'ouvrage Sur les pas d'inspecteur Dumontel, et donc un extrait de Laurine Lavieille. La région a un rôle fondamental dans les enquêtes et dans la vie du héros que campe Franklin Hall. L'auteur puise dans son histoire, dans ses racines, mais aussi dans son esthétique. Le pays de l'arbre et de l'eau tient une place majeure dans chaque roman. Il est un personnage à part entière. Tout d'abord parce que Dumontel a une relation fusionnelle avec la terre de ses ancêtres. Il observe les nuances de ses couleurs au fur et à mesure des saisons, contemple émerveillé les vols des grues qui la traversent, laisse divaguer ses pensées en écoutant couler la Vienne dans le quartier des Ponts. À ceux qui l'entourent, il raconte, souvent de façon un peu professorale, les anecdotes, histoires et légendes qui ont peuplé les verts paradis de son enfance et éprouve à sa façon toutes les cicatrices laissées par la guerre, l'occupation, la résistance et les luttes populaires du lieu qui l'a bâti. Voilà, fin de citation. Alors maintenant, abordons les quelques caractéristiques que j'ai, moi, relevées, qui reviennent dans mes romans. Alors le Limousin, je pense qu'au travers de mes romans, c'est d'abord une terre où il fait bon vivre. C'est vrai qu'on sait vivre en Limousin, en tout cas dans mes romans. On y mange bien, et on aime bien manger, je pense que ça se retrouve dans mes romans, et on y trouve de bons vignobles. En Corrèze, mais la Corrèze c'est Limousin, il était une fois, caché dans les collines, une séduisante vigne endormie depuis des années. Un jour, un groupe d'hommes et de femmes passionnés décidèrent de lui redonner vie et éclat. Des ingrats cailloux blancs jaillit le mille et une pierres. Située au sud de la Corrèze, aux confins du Limousin, du Quercy, du Périgord, la petite commune de Branceil a connu ses premières renommées viticoles à partir de 1878. Et puis, les coteaux de la Vézère. Sur un sol d'ardoise et de schiste, typique du pays de Brive, la cave des coteaux de la Vézère produit des blancs minéraux et élégants, avec un cépage inédit dans le sud-ouest, le chenin. Nous sommes les premiers, nous disent les vignerons des coteaux de la Vézère, nous sommes les premiers à avoir planté en Corrèze ce cépage blanc, fragile et délicat, emblématique du Val de Loire. Cultivé en bio et en viticulture raisonnée, vendagé à la main, il donne des blancs élégants, minéraux, corsés. Qui pourrait croire la Corrèze capable de tel vin? Et j'ai trouvé une citation de Jacques Puiset, qui est un œnologue que connaît très bien Pierre Carbonnier. « J'aime que le vin ait la gueule de l'endroit et les tripes de l'homme. » Et je me suis dit, je pourrais peut-être reprendre cette citation. « J'aime que mes romans aient la gueule de l'endroit. » Je vais vous lire un passage de Lune de miel à la morgue. C'est une scène qui réunit dans l'appartement d'Arthur Châtaignier. Arthur Châtaignier, il est journaliste à l'Écho du Centre, et l'inspecteur Dumontel. C'est Arthur Châtaignier qui parle d'abord. « Que pensez-vous de notre bon vin limousin, commissaire ?
Vin Limousin? Vous plaisantez, Châtaignier? Pas une seconde. Que faites-vous des magnifiques vins des coteaux du Saillant? Ah, ces coteaux de la Vézère, une longue tradition viticole. Un jour, je vous ferai goûter leur chenin et leur liquoreux. Ces nouveaux vins corréziens vont en surprendre plus d'un. Je croyais que vous alliez me parler du rosé de Verneuil. Ne vous moquez pas, ils sont en progrès. Châtaignier alla chercher le dessert. Je vais vous raconter l'étonnante histoire du vin de Mémac. Mémac, en Corrèze? Parfaitement, commissaire. Dans le dernier quart du 19e, certains paysans pauvres de la montagne limousine eurent l'idée de se lancer dans le commerce des vins. À l'époque, le marché du vin de Bordeaux était florissant dans le nord de la France et en Belgique. Ces marchands ambulants partaient sur les routes à la morte saison pour faire la Chine, du porte-à-porte. Ils se faisaient passer pour des vignerons du Bordelais. Mais Mac, ça sonne comme Pessac, Fronsac, Pauillac. Châtaignier devait raconter cette histoire pour la 100e fois, mais son regard brillait de malice comme si c'était la première fois. C'est ainsi que leur vin fut baptisé Mémac, près Bordeaux. La petite bourgade de Haute-Corrèze devint vite très prospère. Arrêtez-vous à Mémac, vous verrez ces grosses maisons bourgeoises du début du siècle. La mousse au chocolat accompagnée de tranches de mandarine était succulente. Le journaliste servit un maury blanc du domaine Massamiel, une petite curiosité. Dumontel écoutait le conteur et se laissait bercer par sa voix chantante. Les vapeurs d'alcool commençaient à inonder son cerveau et il chavirait légèrement. Châtaignier lui tenait le coup comme s'il avait le pouvoir de changer le vin en eau dès que le liquide avait atteint le fond de son estomac. Châtaignier reprit. La farce dura un demi-siècle. En 1940, lorsque des clients belges se réfugièrent à Mémac et qu'ils demandèrent à voir ces belles vignes, on leur montrait de loin des champs de bruyère. Châtaignier s'esclaffa comme un gamin chahuteur au fond d'une salle de classe. Ils passèrent au salon pour le café. Châtaignier reprit. On leur fit même croire que l'hiver, il n'y avait rien à voir, car on rentrait les vignes afin qu'elles ne gèlent pas. Les descendants de ces négociants achetèrent ensuite des vignobles dans le Bordelais, à Saint-Émilion, Pomerol et ailleurs. Ah, la Corrèze Connection. Alors, deuxième élément d'une terre où il fait bon vivre, éloge de la lenteur, de la langueur, où l'on égrène le temps, qui passe au rythme du tic-tac des horloges comtoises. Mon personnage marche lentement, d'un pas lourd, il s'arrête souvent pour regarder le ciel, il vit avec les saisons, avec la météo. Anti-héros, solitaire, un peu dépressif, mais tenace, buté, acharné, parfois taiseux. Dumontel est un vrai Limousin. Un type ordinaire qui vit dans une région ordinaire, qui a une famille, une vie privée, des ennuis quotidiens. Mais on est loin des motels, des pick-up, des bars et des boîtes de nuit à néon, des villes lumières, des super flics qui courent après les dealers. C'est un univers qui peut être cafardeux. Mais il fait tellement bon vivre en Limousin que Dumontel n'a vraiment pas envie d'en partir. Voilà une citation. Partir? Pourquoi faire? Où? Avec qui? Il n'aurait pas de halle à exhiber début septembre. Il n'aurait pas d'exploit à raconter. J'ai pris des cours de kitesurf cet été, c'était génial. Il n'aurait pas entreposé de caravane dans une grange louée à un paysan des environs d'un bazac. Il n'aurait pas de photos à montrer, comme celle de la voisine, topless, sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Dumontel ne prenait pas de vacances. Il avait trop peur de ces parenthèses pathétiques. Après ce premier élément, donc une terre où il fait bon vivre et où mon personnage n'a vraiment pas envie de partir, le deuxième élément, c'est que c'est la contradiction entre la région Limousin, qui est la région la moins criminogène de France. C'est vrai que Limoges, c'est pas Los Angeles, où les flics à Los Angeles, leur boulot, c'est d'éradiquer la criminalité. Donc, il y a cette contradiction entre une région très calme, où j'ai vu récemment les chiffres de 2015 concernant les crimes de sang en Creuse et en Corrèze, en Creuse et en Haute-Vienne, en 2015, c'est 0. Alors évidemment, avec mes polars. Mais attention,
faites attention à vous quand vous rentrez le soir. Si la région est en apparence une zone rassurante, je crois que cette campagne peut devenir très inquiétante. Le crime y est sournois, caché, refoulé et particulièrement atroce. Ainsi, oui, la région peut jouer un rôle dramatique particulier. En tout cas, c'est la thèse de Mankell. En Suède, les crimes sont particulièrement horribles, car la solitude générée par la campagne suédoise peut rendre fou. Pareil pour un auteur que j'aime aussi beaucoup, Indridason et l'Islande. Magnifique dessin de Lionel Londex, qui est une illustration d'une scène de crime de la 5e victime. Troisième élément, un décor. Je dirais un paysage, mais un décor. Le pays de l'arbre et de l'eau. Mais un véritable huis clos. Des fermes solitaires, des hameaux isolés, un habitat dispersé. Pensons à nos immenses forêts de Douglas au mois de décembre. Pensons aux rues de Limoges le dimanche. Vous riez. Quatrième point, un climat contrasté. Oui, des hivers rudes qui génèrent une terreur froide et des étés caniculaires. Et moi, si effectivement, dans mes romans, je fais intervenir beaucoup les intempéries, la météo, c'est que je suis convaincu que les saisons, les intempéries pèsent sur la psychologie, sur notre psychologie, sur la psychologie donc, de mes personnages. Et je pense qu'en effet, les rapports humains peuvent être brouillés par à la fois ces canicules terribles ou ces hivers très rudes. J'ai lu des rapports du ministère de l'Intérieur qui indiquent que sous forte canicule, la violence augmente considérablement dans les villes. Cinquième point, une région marquée par l'histoire. Et je vais citer à nouveau Gérard Gonfroy. Mais le cadre ne se limite pas à l'environnement spatial. Il inclut l'omniprésence de la dimension historique. Limoges fut une ville ouvrière, la cité de la porcelaine, et nombre de personnages ne manquent pas de nous le rappeler. Par ailleurs, la guerre de 39-45 a laissé de vives blessures que rien n'a su effacer. Oradour, bien sûr, mais aussi les drames dus à la présence de l'occupant, les actions de la résistance, les exactions de la milice. Or, ce passé affleure dans la pensée et la vie des Limousins, du moins pour la génération de Dumontel. Rien, en fait, jusqu'à aujourd'hui n'est oublié. Et le romancier use souvent comme ressort dramatique structurant de sa faculté à faire ressurgir le passé pour nourrir le présent. Fin de citation, Gérard Gonfroy. Donc en effet, le Limousin, dans mes romans, une région qui cache des secrets, avec ses tabous, ses sanctuaires, ses mystères. Dans les forêts obscures du Limousin, ou dans les appartements cossus des villes, peut s'y cacher une violence perverse, des crimes sordides, mais pas forcément brutaux comme dans le polar américain.